Appliquer la loi est devenu un risque personnel. C'est ce que cette audition a révélé sans jamais le dire aussi brutalement. Un procureur fédéral, face au Congrès, explique calmement qu'il s'attend à être emprisonné. Pas pour corruption, pas pour abus, mais pour avoir fait son travail. Et c'est là que le paradoxe devient dangereux. Plus il affirme avoir suivi les faits et la loi, plus la menace contre lui devient crédible. Si vous pensez que cela ne concerne que Washington, détrompez-vous. Parce que lorsque celui qui enquête sur le pouvoir explique publiquement que le pouvoir veut le détruire, ce n'est plus une querelle politique. C'est un signal. Un signal qui dit à tous les autres, regardez ce qui arrive quand vous allez trop loin. Sur cette scène précise, devant les caméras, une élue rappelle une série de faits très concrets. Donald Trump a qualifié Jack Smith de disgrâce pour l'humanité, de marxiste radical, de criminel. Il l'a attaqué 185 fois sur Truth Social en l'appelant « Deranged Jack Smith ». Et puis vient la question clé. Quel impact cela a-t-il eu sur vous, votre équipe, votre enquête? La réponse est courte. Froide. Ces déclarations sont destinées à m'intimider. Je ne serai pas intimidé. Puis une phrase qui change tout. Il dit que ces menaces servent aussi d'avertissement à d'autres, à ceux qui envisageraient de se lever. Autrement dit, ce qui se joue ici dépasse largement sa personne. Et quand on lui demande s'il pense que le département de la justice sous Trump cherchera à l'inculper, il ne contourne pas. Il dit qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire, parce qu'ils en ont reçu l'ordre. Il le dit à voix haute devant le Congrès. Mais voici le point que peu de gens osent regarder en face. S'il dit vrai, alors appliquer la loi n'est plus seulement une fonction, c'est un test. Et la question qui se pose maintenant est simple et profondément inquiétante. Que se passe-t-il quand ceux qui prouvent des crimes savent qu'ils seront punis pour l'avoir fait? Ce moment n'est pas sorti de nulle part. Il s'inscrit dans une séquence beaucoup plus large et c'est là que l'histoire commence réellement. L'audition ne portait pas officiellement sur une vendetta politique ni sur l'avenir personnel de Jack Smith. Elle portait sur son travail, sur une enquête menée conformément aux règles du département, sur des faits suivis jusqu'au bout, sur une conclusion qu'il répète sans détour, des crimes graves, prouvables au-delà de tout doute raisonnable. Mais regardez la scène dans son ensemble. Un procureur explique qu'il a fait exactement ce que le système attend de lui et que ce comportement pourrait désormais le conduire en prison. Ce n'est pas une anomalie isolée. Des voix autour de cette audition le disent explicitement. Autrefois, il y avait des centaines de Jack Smith au sein du département de la justice. Des procureurs chevronnés, des agents du FBI parmi les meilleurs des meilleurs. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu. Et ce détail est crucial. Ces personnes n'ont pas toutes été renvoyées officiellement. Certaines ont été attaquées publiquement, pilloriées, réputationnellement, menacées légalement, parfois confrontées à des menaces de mort après avoir été nommées et exposées dans la presse partisane. Résultat, un ministère vidé de ses profils les plus expérimentés. Lentement, silencieusement. Mais voici le renversement que peu de gens soulignent. Jack Smith n'est pas en train de décrire un futur hypothétique. Il parle au présent. Il dit que l'intimidation n'est pas seulement dirigée contre lui, mais utilisée comme message collectif. Un message simple, voilà ce qui arrive quand vous appliquez la loi contre le mauvais adversaire. Alors la vraie question n'est plus que pense-t-on de Jack Smith. La question devient, si ce modèle fonctionne une fois, combien de fois faudra-t-il pour qu'il devienne la norme? Il y a ici une affirmation lourde et elle ne vient pas d'un commentateur. Elle vient directement de Jack Smith. Il dit que son enquête a produit des preuves au-delà de tout doute raisonnable de crimes graves. Ce n'est pas une formule vague, c'est le standard le plus élevé du système judiciaire américain et il le prononce publiquement en sachant ce que cela lui coûte. Puis, il ajoute quelque chose d'encore plus révélateur. Il dit qu'il ne va pas faire semblant que ces crimes n'ont pas eu lieu simplement parce qu'il est menacé. Cette phrase est essentielle parce qu'elle implique que, dans le contexte actuel, faire semblant est devenu une option attendue, une option silencieuse,
une option plus sûre. Maintenant, remarquez ce qui manque. À aucun moment dans cette audition, il n'est dit que ces preuves seraient fausses. Personne ne dit que les faits seraient inventés. L'attention ne porte pas sur la solidité du dossier, elle porte sur les conséquences de l'avoir construit. Et ce déplacement est tout sauf anodin. Autour de lui, les réactions donnent une autre couche de preuves. Des observateurs rappellent que Jack Smith est le plus haut responsable du département de la justice à défendre publiquement ceux qu'on appelle le rang et fichier, ceux qui ont été poussés dehors, les procureurs les plus expérimentés, les agents du FBI les plus chevronnés. Beaucoup ont été attaqués, menacés, discrédités, sans défense institutionnelle claire. Et c'est là que le signal devient impossible à ignorer. Si les plus solides, les plus protégés en théorie, sont exposés de cette manière, alors le message est limpide pour tous les autres. La question n'est plus « est-ce vrai ?» La question devient « qui osera encore aller jusqu'au bout la prochaine fois ?» À partir de là, la situation ne se fige pas, elle s'intensifie. Et ce qui rend cette audition si dérangeante, c'est qu'elle montre quelque chose qui normalement reste invisible. Plusieurs intervenants le disent sans détour. Ce que Jack Smith a fait ce jour-là ne se fait pas au département de la justice. Dire publiquement ce qu'il a dit devant le Congrès en citant les menaces, en parlant de pression politique directe, c'est précisément le genre de choses qui d'ordinaire conduit à une mise à l'écart. Un commentateur le rappelle clairement. Dans cette institution, l'éthique professionnelle repose sur une règle sombre mais ancienne. Si l'on vous demande de faire quelque chose de non professionnel ou de mal, vous démissionnez. Et c'est exactement ce qui s'est produit, à grande échelle. Des départs en masse, des forêts entières qui tombent d'un seul coup. Le résultat est brutal. Le département de la justice n'a plus ces personnes-là. C'est ici que l'histoire bascule, parce que ce qui était autrefois présenté comme un garde-fou, partir plutôt que se compromettre, devient, dans ce nouveau contexte, un mécanisme d'épuisement. Les plus intègres s'en vont. Les plus expérimentés disparaissent. Et ce vide n'est pas accidentel. Jack Smith, lui, n'est pas parti. Il est resté. Il est venu d'un autre poste, payé par les contribuables, pour faire un travail au moment où il n'y avait littéralement rien à gagner. Et maintenant, il dit qu'il s'attend à être poursuivi pour cela. Non pas parce qu'il a échoué, mais précisément parce qu'il affirme qu'il pouvait prouver son dossier devant un jury. Mais voici le détail qui change tout. Cette normalisation, celle des menaces, des départs, du silence forcé, crée un précédent. Et une fois qu'un précédent est installé dans une institution comme celle-ci, il ne reste jamais isolé très longtemps. À ce stade, une deuxième preuve apparaît, plus lourde encore, parce qu'elle révèle une contradiction frontale. Jack Smith explique qu'il n'a rien à gagner personnellement, qu'il n'a pas cherché une carrière ni une protection politique. Il dit être venu faire ce travail pour le pays, financé par les contribuables, à un moment où le coût personnel était évident. Et pourtant, c'est précisément cette posture qui le rend vulnérable. Regardez la scène à nouveau. D'un côté, un homme décrit comme sobre, sérieux, méthodique, qui refuse de se livrer à des joutes politiques, même quand les questions sont biaisées. Il ne se défend pas par le spectacle. Il ne contre-attaque pas. Il répète simplement qu'il a suivi les faits et que ces faits menaient à des crimes graves. De l'autre côté, un environnement où, selon les mots prononcés, l'obsession n'est plus la vérité, mais le spectacle, la menace, la mise en scène de la peur. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Même ceux qui reconnaissent qu'il est un procureur fort et agressif, ce que les procureurs sont censés être, admettent qu'il reste crédible. Tellement crédible que, selon certains, cette audition aurait eu lieu pour une raison précise, le discréditer avant que d'autres éléments de son travail, notamment un second volume de son rapport, ne puissent être rendus publics. Cette phrase devrait rester en tête. Non pas parce qu'elle accuse, mais parce qu'elle renverse la lecture habituelle. Le problème n'est plus seulement ce que Jack Smith a trouvé. Le problème, c'est ce qui pourrait encore sortir. Et c'est là que la perception change durablement. Et puis tout s'accélère. Plusieurs éléments distincts mais liés s'empilent presque sans respirer. D'abord, cette idée martelée à l'antenne, Jack Smith est devenu la figure la plus senior du département de la justice à défendre publiquement ceux qui ont été écartés. Pas des seconds rôles, les procureurs les plus expérimentés, les agents du FBI les plus haut placés. Beaucoup ont été discrédités, menacés légalement, parfois confrontés à des menaces de mort après avoir été nommés et exposés publiquement. Ensuite,
Un autre basculement. Des observateurs décrivent un gouvernement de plus en plus dominé par le spectacle. L'obsession de l'image, du tweet, de la mise en scène de la menace. On cite des scènes précises. Un agent filmant pendant une intervention mortelle parce que la production de contenu compte. Des responsables plus préoccupés par ce qu'ils vont publier que par les conséquences de leurs actes. Tout devient signal, tout devient intimidation visuelle. Et au milieu de cette accumulation, Jack Smith apparaît comme une anomalie. Un homme sobre dans un bar ivre à 1 heure du matin, il ne joue pas le jeu, il ne parle pas comme les autres. Sa simple présence crée un contraste violent avec l'environnement qui l'entoure. Et ce contraste exerce une pression énorme. C'est là que la question devient inévitable. Si ce rythme se maintient, si la menace, le spectacle et l'épuisement continuent de s'accumuler, qu'est-ce qui se brise en premier? À ce moment précis, l'histoire cesse d'être abstraite, parce que ce qui se joue là ne reste pas enfermé dans une salle d'audition. Si vous écoutez attentivement ce qui est décrit, l'impact descend d'un cran, puis d'un autre. Quand des procureurs expérimentés partent, quand des agents chevronnés disparaissent, ce ne sont pas des postes qui restent vides très longtemps, ce sont des décisions qui changent de main. Et pour les gens ordinaires, cela a une traduction très concrète. Moins d'expérience, moins de marge pour résister à la pression, plus d'arbitrage fait dans le silence. Quand ceux qui savent dire non ne sont plus là, les règles ne s'effondrent pas d'un coup. Elles se déplacent, lentement, presque invisiblement. Ce que Jack Smith décrit, ce n'est pas seulement sa situation personnelle. C'est un environnement où faire son travail expose à des menaces, à une destruction réputationnelle, voire à des poursuites. L'implication est simple. La prochaine personne à sa place réfléchira 2 fois, peut-être 3. Peut-être décidera-t-elle de ne pas aller jusqu'au bout. Pas par idéologie, par prudence. Et c'est là que cela vous touche directement. Parce que lorsque les décisions sont prises par ceux qui restent et non par ceux qui savent, les conséquences ne sont pas théoriques. Elles se manifestent dans ce qui est poursuivi, dans ce qui ne l'est pas, dans ce qui est laissé de côté. Pas par malveillance déclarée, mais par calcul de survie. Si cette sensation vous paraît familière, si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce mécanisme ailleurs, dites-le dans les commentaires, parce que ce sentiment-là n'apparaît jamais par hasard. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut quitter l'émotion et regarder le mécanisme. Ce qui permet à cette situation d'exister n'est pas seulement la menace directe, c'est l'alignement des incitations. La peur ne fonctionne pas seule. Elle fonctionne parce qu'elle est visible, répétée et rarement sanctionnée. Chaque attaque publique, chaque mise en cause personnelle, chaque audition transformée en spectacle envoie un message clair sans avoir besoin d'être formalisé. Le système commence alors à se réguler de lui-même, pas par des ordres écrits, mais par anticipation. Quand un procureur entend un autre dire publiquement qu'il s'attend à être inculpé pour avoir suivi la loi, il n'a pas besoin de recevoir un appel. Il comprend. Le coût est connu, le bénéfice est incertain et dans un environnement où la loyauté au pouvoir est plus récompensée que la rigueur, le calcul devient rationnel. C'est pour cela que cette audition est si troublante. Elle montre un homme qui refuse de jouer ce jeu-là, qui parle avec sérieux dans un espace dominé par la théâtralité. Et paradoxalement, cette sobriété devient elle-même une forme de résistance. Non pas spectaculaire, mais profondément déstabilisante pour un système fondé sur le bruit et la peur. Voici l'insight qui dérange. Les institutions ne basculent pas quand les règles changent officiellement. Elles basculent quand ceux qui les incarnent ajustent leur comportement pour survivre. Et une fois que cet ajustement devient la norme, le retour en arrière devient extrêmement difficile. La question n'est donc plus de savoir si ce système est sous pression. La vraie question est de savoir jusqu'où il peut encore encaisser, avant que la prochaine décision critique ne soit déjà biaisée au moment où elle est prise. À partir de là, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. La première est une continuation presque mécanique. Les menaces persistent, les attaques se répètent. Les figures les plus visibles deviennent des exemples. Dans ce scénario, Jack Smith n'est pas une exception, il est un prototype. Le message est intégré. La prochaine enquête sensible sera plus prudente, plus lente, peut-être incomplète. Non pas parce que les faits manquent, mais parce que l'élan s'est perdu. L'autre trajectoire est plus incertaine, mais tout aussi réelle. Elle repose sur une réaction différée,
sur le fait que ces scènes publiques, ces déclarations enregistrées, ces phrases dites devant le Congrès existent désormais, qu'elles forment une trace, une mémoire, et que cette mémoire puisse, à un moment, redevenir un point d'appui. Pas nécessairement pour inverser la dynamique immédiatement, mais pour la freiner, la compliquer, la rendre plus coûteuse. Ce qui rend ce moment si instable, c'est que les deux trajectoires avancent en même temps. La pression continue de monter. Et en parallèle, l'idée que quelque chose ne tourne plus rond s'installe lentement dans l'esprit du public. Rien n'est tranché, rien n'est réglé, mais l'énergie ne disparaît pas. Elle se déplace. Et voici le détail qui mérite votre attention. Cette histoire n'est pas close. Il est fait mention d'un second volume du rapport de Jack Smith, potentiellement susceptible d'être rendu public, davantage d'informations, davantage de faits, et peut-être, à nouveau, le même dilemme, que fait-on quand ce qui sort est solide, mais politiquement explosif? La prochaine étape ne sera probablement pas annoncée. Elle est déjà en train de se former. Il y a une image qui résume tout ce que vous venez d'entendre. Elle est donnée presque en passant. Jack Smith est décrit comme un homme sobre dans un bar ivre à 1h du matin. Ce n'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Un système entier fonctionne désormais sur le bruit, la menace, la mise en scène, et au milieu, quelqu'un continue d'agir comme si les règles comptaient encore. C'est ça, le cœur de cette histoire. Pas un homme contre un autre, pas un parti contre un autre, mais un décalage brutal entre ce que les institutions étaient censées être et ce qu'elles tolèrent désormais. Quand un procureur dit publiquement qu'il sera puni pour avoir prouvé des crimes, le message n'est pas seulement adressé à ses adversaires, il est adressé à tous ceux qui observent en silence. Reformulez tout cela en une phrase et elle devient difficile à oublier. Ce n'est plus l'illégalité qui est risquée, c'est son exposition. Et à partir du moment où cette logique s'installe, tout le reste s'adapte autour d'elle. Les carrières, les décisions, les silences. Ce moment précis ne clôt rien. Il ouvre une boucle, parce que ce qui a été dit devant le Congrès existe maintenant, enregistré, cité, rejoué. Et ce qui n'a pas été nié compte autant que ce qui a été affirmé. La suite de cette histoire ne dépendra pas d'un seul homme, mais de la manière dont ce précédent sera utilisé ou évité. Si vous voulez comprendre ce qui se passe quand les systèmes de pouvoir entrent dans cette phase et ce que cela annonce pour la suite, suivez ce travail, parce que cette audition n'était pas une fin, c'était un signal.